Je suis avec Lionel Zinsou. Lionel Zinsou est à la fois un praticien et quelqu'un qui pense l'Afrique depuis très longtemps. Il a été Premier ministre du Bénin, il est économiste, il est président d'un fonds d'investissement. Et je suis donc très honoré de le recevoir dans le cadre de cette interview. Bonjour Lionel Zinsou. Bonjour, monsieur Arnaud. Je voulais d'abord peut-être commencer par une question assez générale. Vous êtes, comme je le disais, une des rares personnes à connaître à la fois l'expérience du pouvoir en tant qu'ancien Premier ministre du Bénin et intellectuel et penseur de l'action publique. Qu'est-ce que vous a appris l'expérience du pouvoir? Alors, écoutez, sur le plan économique, j'ai pris la mesure quand même à la fois du potentiel, c'est-à-dire un pays comme le Bénin qui a une économie assez diversifiée, essentiellement agricole, qui est un petit pays, fait quand même une croissance depuis maintenant une vingtaine d'années entre 5% et on devait atteindre 7% en 2020, ça c'était la prévision, bon ça aurait été notre plafond et ça va être probablement, d'ailleurs pas une récession, mais plus proche de zéro, quelque part entre 0 et 2. Donc potentiel important qui est encore sous-exploité, hein, parce que tout ça se fait avec en fait peu de facteurs de production, au sens nous n'avons pas une couverture d'électricité suffisante pour un grand développement agricole et industriel. Nous avons des problèmes d'approvisionnement en eau, nous avons des problèmes de financement avec un système financier qui est relativement faible, comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Et malgré tout, on arrive à livrer cette croissance qui est quand même 2 fois la croissance démographique. Et en même temps, les limites, parce qu'il y a encore énormément de réformes à faire pour les capacités de l'administration, pour avoir une fiscalité qui permette de produire les biens communs, pour avoir un environnement des affaires qui soit attirant pour les investisseurs, pas seulement étrangers, hein, mais d'abord domestiques, parce que dans toute l'Afrique, l'investissement domestique, c'est 4/5 de l'investissement. L'investissement étranger, ce n'est qu'un 5e de l'investissement des entreprises. Donc, c'est d'abord créer des bonnes conditions de concurrence, de règles de droit, tout ça. Donc, il y a un vaste programme pour libérer le potentiel. Ça m'a quand même frappé beaucoup plus que dans la théorie, si vous voulez, parce que j'ai vu concrètement les lenteurs d'administration, les réformes à faire, et si vous voulez, c'était quand même un grand choc par rapport à une carrière privée où on a l'impression qu'on peut faire tout beaucoup plus vite et en trouvant sur le marché ou en développant à l'intérieur les capacités. Et là, franchement, on a encore des goulots d'étranglement. Donc, c'est bon, sur le plan personnel, c'est évidemment d'autres leçons. J'ai eu la chance d'affronter le suffrage universel. J'ai eu la chance de faire une campagne présidentielle. C'est encore beaucoup plus fort que le pouvoir, parce que c'est rencontrer du nord au sud, de l'est en ouest de votre pays, des centaines de milliers de gens et les écouter. Moi, je croyais que quand on assumait du pouvoir et qu'on faisait une campagne électorale, pourtant j'en avais suivi beaucoup, notamment en France, mais je pensais qu'on parlait. Mais en fait, on écoute. C'est ça le plus fort. Mais est-ce que ça vous a rendu, moi j'imagine réaliste, mais ça vous a rendu plus humble ou plus prudent? Vous revenez dans l'esprit public où autour de 4 micros, on peut tenter des théories, esquisser beaucoup de choses, mais quand on est face à, comme vous dites, un paysan au fond du Bénin, on se retrouve peut-être fort démuni, comme on dit. Enfin, comment on ressort d'une telle Alors, on expérience? respecte, c'est ce qui me frappe le plus, si vous voulez. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le secteur informel. C'était dans un programme présidentiel un élément essentiel parce que c'est 90% de l'emploi. Et sur ces 90%, c'est pratiquement toute l'agriculture du pays qui représente quand même 50% de la population active. Eh bien, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est la rationalité de tout ce secteur informel qui est un pis-aller d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de protection sociale, on n'est pas complètement inséré dans le tissu institutionnel, mais enfin, il n'y a que là qu'on crée véritablement de l'emploi à hauteur des besoins d'une jeunesse qui arrive sur le marché du travail. Elle est nombreuse, parce qu'on a une croissance démographique qui est
aujourd'hui la plus élevée au monde dans cette partie du continent. Et elle est de mieux en mieux qualifiée parce qu'il y a eu des progrès importants d'éducation. Et elle n'a pas sur le marché du travail de débouchés dans le secteur formel. Et donc le secteur informel, je l'ai regardé en détail pour voir comment petit à petit on pouvait le formaliser. Là-dessus, il y a eu énormément de réformes très intéressantes à faire. Ça vous rend très humble devant les citoyens. Et vous comprenez que la meilleure expertise sur les problèmes qu'on a en Afrique et les meilleures solutions sont déjà dans la société civile. Et que les gens, les vrais gens, si vous voulez, entre guillemets, au fond, malgré un environnement économique difficile, très difficile, en tirent le meilleur parti. Ça vous rend, enfin moi, chez moi, ça accroît l'humilité, si vous voulez. Et donc, enfin, il me semble à vous écouter que les obstacles ne sont pas tant économiques que plutôt politiques ou sociaux. Enfin, les démocraties c'est peut-être pas suffisant, mais ça semble nécessaire. Parce que en travaillant sur le sommet africain, que je connais très 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 mal votre continent, en tout cas à lire les chiffres, les croissances et les progrès semblent extraordinairement localisés en fait, et au tel point que l'Afrique est un peu presque, me semble-t-il, contre-productif de parler d'Afrique, parce que comme si on parlait d'Eurasie, quoi. Ça semble difficile à. Enfin, voilà, non, bref. non, là, pour le coup, je partage pas votre impression. Vous avez des pays qui ont une croissance plus faible que les autres, mais ceux-là, ce sont ceux, et c'est assez logique, qui partent de beaucoup plus haut que les autres. Et par conséquent, en réalité, quand vous prenez les croissances plus faibles que la moyenne africaine, vous retrouvez l'Afrique du Sud, vous retrouvez le Maghreb, par exemple. Mais c'est aussi parce que quand vous partez avec 500$ ou 1000$ de revenus par tête et par an, et que vous engagez dans des réformes qui vous permettent de faire des progrès en termes d'abord d'éducation, de santé publique, même si on a encore des indicateurs qui sont parmi les plus difficiles au monde dans ces domaines, c'est sans commune mesure avec les niveaux de mortalité infantile, les niveaux d'espérance de vie qu'on avait il y a 20 ans. Et là, vous voyez, l'ensemble du continent, si vous le prenez en moyenne, gagne pratiquement une année d'espérance de vie par année de vie. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des progrès très largement liés à l'éducation et à la santé publique et à la nutrition. Bon. Et les pays qui vont un peu moins vite en croissance du PIB, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, la Tunisie, etc., parce que simplement ils partent de plus haut et qu'ils ne sont pas dans ce phénomène de rattrapage au même degré, de rattrapage d'indicateurs fondamentaux. Mais la croissance observée sur 20 ans à 5% du PIB en volume, c'est quelque chose qui est assez homogène. Alors après, vous avez des situations de guerre, vous avez des situations de catastrophes naturelles. Mais grosso modo, les situations de guerre, oui, ça a détruit des économies comme la Sierra Leone, comme la Guinée, comme la Somalie, etc. Vous pouvez citer une dizaine de pays. Mais même là, si vous voulez, les après-guerres sont des après-guerres de reconstruction. Vous voyez ces pays qui redémarrent, qui font 10-15% de croissance et qui sont en après-guerre. Ça, c'est un peu des exceptions. Même dans le Sahel, regardez les indicateurs pré-Covid, les pays du Sahel affectés par une situation sécuritaire très difficile sont des pays qui dégagent entre 3 et 6% de croissance économique. C'est-à-dire qu'ils ont préservé certains des sites essentiels, notamment autour des capitales essentielles à la production, où ils continuent dans le domaine agricole à faire des progrès. N'ayez pas une idée trop contrastée, c'est assez homogène, c'est probablement plus homogène que dans la plupart des continents, simplement parce qu'on est tous dans la même situation de rattrapage, avec quelques-uns des fondamentaux qui ont progressé et qui sont surtout sociaux. Mais vous avez raison sur l'analyse. C'est petit à petit, on va voir une différenciation. Et il y a déjà 6 ou 7 pays qui ont des croissances qui atteignent parfois 2 chiffres.
des croissances entre 7 et plus de 10%. Et là, c'est souvent alors en matière de financement, en matière de politique publique et d'efficacité de la puissance publique, que vous voyez des différences. Par exemple, vous voyez en infrastructure, vous voyez, prenez un pays comme le Rwanda, qui est un modèle si vous voulez, de politique publique dans plusieurs domaines. Toute construction aujourd'hui, toute maison au Rwanda doit être équipée de la fibre optique. Bon, c'est une décision qu'il fallait prendre. Ce n'est pas le pays le plus riche du continent. Il l'a prise. L'accueil des investissements étrangers par le Rwandan Development Board est exceptionnel et contribue à augmenter significativement les capacités de production. Et du coup, vous avez des politiques publiques qui sont plus efficaces que d'autres. Prenez le Maroc, c'est un des pays qui essaye et qui parvient à réduire le secteur informel. Et vous venez de voir dans la pandémie qu'ils ont été capables de distribuer des transferts, des secours aux populations, de mettre en place un système de chômage partiel dans le secteur formel, qui est une façon de protéger l'emploi et de donner des ressources, et dans le secteur informel, de distribuer à l'aide de la microfinance et de transferts sociaux plus de revenus de protection que dans d'autres pays, etc. Vous avez toute une série de pays qui vont petit à petit se différencier, sauf que comme il y a une vraie dynamique d'intégration régionale, moi, ce qui me frappe le plus, c'est des bonnes pratiques. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose qui marche quelque part, très vite, en fait, ça se diffuse dans le continent parce que les gouvernements coopèrent plus et surtout les opinions publiques sont connectées, sont branchées. Elles suivent exactement. Et les gens ne voient pas qu'il y a des progrès fondamentaux de la démocratie. Les progrès fondamentaux de la démocratie, ce n'est pas forcément mesurable par les élections présidentielles, les inversions de résultats, la suspension d'un certain nombre de libertés publiques. C'est frappant que ce qui se passe, c'est à la base, et les réseaux sociaux ont là, pour le coup, un effet globalement très positif. C'est une opinion publique qui se forme, beaucoup d'ailleurs de la jeunesse, et qui se forme en écoutant tout ce qui se passe autour d'elle dans le monde, et d'abord dans les pays d'à côté. Et si vous voulez, il se forme une opinion publique, et même un gouvernement autocratique en Afrique aujourd'hui ne peut pas ne pas écouter cette voix de l'opinion publique. On peut essayer de la réprimer, de la contenir, mais si vous voulez, la démocratie, elle se fait à la base. Elle ne doit pas être jugée par la scène politique uniquement. Et vous avez cette mise en commun des opinions publiques qui demandent de la liberté, mais qui demandent de l'efficacité et qui est mobile. Et non seulement vous êtes connecté, mais vous êtes béninois, vous êtes insatisfait, vous pouvez migrer, et en fait, vous migrez vers le reste de l'Afrique. Les Béninois, il y en a 25 000 sur 12 millions, il y en a 25 000 en France, mais il y en a 800 000 en Côte d'Ivoire et 1 million au Nigeria. Si vous voulez, l'Afrique migre sur elle-même, l'Afrique s'écoute elle-même, l'Afrique construit une pensée commune des jeunesses, et ça, c'est une espèce de démocratie fondamentale qui est en train de s'établir, qui n'est pas complètement, évidemment, traduite, sauf dans quelques pays, par des avancées institutionnelles, politiques de la démocratie. Mais soyez conscients du fait que l'opinion publique est une idée neuve en Europe. Pardon, en Afrique. Je dis ça parce que je pensais à la formule de Sieyès, le bonheur est une idée neuve en Europe. Eh bien, l'opinion publique est une idée neuve en Afrique. Est-ce que Alors, tout à l'heure, j'ai écouté une conférence de quelqu'un qui faisait remarquer que le Starbucks en bas de chez lui, le café était à 17 $ la livre, et dans son pays, l'Éthiopie, il était à 2 $. Donc, il expliquait que le grand problème du continent était le problème de la transformation, parce que justement, l'Asie a peut-être réussi, la transformation, la création de valeur avec des produits finis. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez arriver en Afrique, ou est-ce que voilà, l'économie reste prisonnière du côté matière première, mais qui n'est pas transformée? Alors, il n'y a aucun doute que l'avenir, c'est la création de valeur ajoutée par la transformation manufacturière. C'est clair.
à côté de ça, c'est également tous les services modernes qui y contribuent. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi un système financier qui permet cette industrialisation, il faut avoir une logistique qui permet. Là, vous la voyez de vos yeux, c'est-à-dire il faut des ports, il faut des routes, il faut des corridors qui partent des ports et qui vont désenclaver les pays, etc., etc. Donc c'est un tout dans lequel vous ne pouvez pas faire de l'industrie, secteur secondaire, si vous n'êtes pas nourri par le tertiaire moderne qui est un tertiaire de services aux entreprises, et dans le secteur primaire, si vous ne maîtrisez pas des paramètres comme l'énergie, par exemple. Bon. Donc, c'est pas isolé, c'est forcément systémique. Mais si vous prenez beaucoup de pays africains, ils ont déjà des niveaux de l'industrie manufacturière en contribution dans leur PIB qui sont comparables en pourcentage à ceux de l'Europe. Moi, ça m'amuse parce que très souvent, les Européens disent aux dirigeants africains faites un effort, industrialisez-vous. Mais vous êtes conscient du fait que les effectifs employés et la contribution au PIB baissent régulièrement dans les pays avancés, pas en Asie, mais clairement en Europe et en Amérique du Nord. Et vous êtes conscient qu'aujourd'hui, l'industrie manufacturière, c'est 10% du PIB de la France, par exemple, et que la plupart des pays africains sont au-dessus de 10% du PIB. Donc, c'est quelque chose qui est déjà engagé, mais et qui ne peut pas s'arrêter. On va clairement avoir un modèle où on va créer de la valeur ajoutée, ne serait-ce que parce que la valeur ajoutée, c'est l'emploi, et que les produits bruts sont des produits à la fois volatiles, donc déstabilisants pour les économies. Et c'est ainsi que tout à l'heure, vous me questionniez sur l'homogénéité de la croissance, est-ce que c'était par exception? Eh bien, écoutez, les pays pétroliers, par exemple, sont les pays à plus faible croissance de longue période sur le continent. Pourquoi? Parce qu'il y a une volatilité des prix et que à 20 $, 26 $ le baril, clairement, ça ne couvre pas les coûts de production. À 150, ça crée une rente considérable, mais c'est volatile et avec des chocs très réguliers. Et au total, c'est un facteur déstabilisant de la croissance. Donc, si vous voulez, évidemment que ces économies sont en train de figer la valeur et l'emploi sur place plutôt que d'exporter des produits bruts. Est-ce qu'il y a des pays pour lesquels c'est très convaincant? Bon, c'est déjà convaincant au nord et au sud de l'Afrique. Vous avez clairement pas que de l'exportation d'or, de diamants, etc. en Afrique du Sud, qui est un peu un coffre-fort minéral, ou des exportations de phosphate au Maroc. Vous avez désormais un vrai tissu industriel et à bien des égards inséré dans la mondialisation, si vous voulez. Une des exportations clés de l'Afrique du Sud, ce sont les automobiles. C'est les grandes usines de Toyota, de Volkswagen, etc., qui servent une grande partie du monde, qui ne servent pas uniquement, évidemment, le marché africain, et bien sûr pas du tout uniquement sud-africain. Donc, si vous voulez, c'est les cockpits, les éléments de cockpit d'Airbus fabriqués en Tunisie, c'est les réacteurs de Safran dans l'usine de Ben Guerir au Maroc, etc. Donc, oui, tout au nord, tout au sud, vous avez 10 ans d'avance en termes de maturité de l'industrialisation et une progression assez forte. Et d'ailleurs, des sujets compliqués, parce que là, pour le coup, la Chine est un concurrent, la Turquie est un concurrent. Il s'agit de défendre ces industrialisations contre, et elles ont subi des chocs, et ces chocs sont venus d'Asie en réalité. Hein. Bon, mais ça, c'est du point de vue du PIB du continent. Je mettrais l'Égypte tout à fait là-dedans aussi, qui est un grand exportateur d'engrais transformés, de câbles, de composants électroniques, de services, etc. Donc, ça, c'est la moitié du PIB quand même, hein, quand vous faites l'addition de ces pays. Et l'autre moitié, qui est faite de 45 autres pays, si vous voulez, elle est en voie de transformation, avec notamment des zones économiques spéciales. Regardez Libreville sur la création d'une industrie du bois pour s'affranchir de l'exportation des grumes
brutes, qui sont désormais interdites, et le bois est une des grandes ressources du Gabon. Regardez ce qui se construit à Lomé, ou à San Pedro, ou à Nouakchott. Regardez ce qui est fait. On en parle parce que la Chine aussi exporte ce modèle de zone économique spéciale, mais il n'y a pas que la Chine. Et donc, vous avez endogène, avec des capitaux qui peuvent venir du monde entier. Par exemple, si je prends Libreville, San Pedro, Nouakchott, il y a du capital singapourien, avec Olam, du capital néerlandais, avec FMO, donc l'agence bilatérale, du capital danois, avec Maersk. Donc, c'est assez diversifié. Et dans ces zones industrielles où vous avez rassemblé ce qu'il faut en énergie, en fluide, en service et en logistique, en chaîne de froid, enfin tout ce qui est nécessaire à l'environnement. Alors, je me dirais, c'est des petits écosystèmes qui sont des petits microcosmes, mais enfin, c'est là que vous allez lire l'avenir. Et je pense que ça, c'est quand même aujourd'hui assez rapide en Afrique. Mais vous avez raison, le poids des matières premières agricoles et minérales est encore quelque chose qui est un facteur, je ne le dirais pas pour l'agriculture, je le dirais pour les matières premières minérales, plutôt déstabilisant et réducteur de croissance. Dans l'agriculture, c'est différent parce que vous avez l'utilisation brute locale pour des raisons alimentaires. Et donc, si vous voulez, les matières premières agricoles sont évidemment à traiter de façon complètement différente. Alors évidemment, c'est mieux si on conditionne nos cacao en chocolat et qu'on package nos noix de cajou et qu'on transforme le coton. Là, vous avez tout un projet, mais c'est plus qu'un projet, à mon avis, c'est un début de réalisation, Bénin-Togo, où vous allez transformer le 1 million de tonnes de coton sur place, parce que là, ils ont atteint, avec le Burkina, etc., le Mali, une taille critique qui permet de ne pas tout envoyer pour filature, tissage, impression à Shanghai. Et donc, vous allez petit à petit, effectivement, remonter les filières. Mais dans le domaine agricole, il y a quelque chose d'essentiel, si vous voulez, c'est que, vous voyez, quand on dit le Bénin a doublé sa production agricole sur les 10 dernières années, ça, c'est une dynamique forte qu'on retrouve, si je prends les pays d'Afrique de l'Ouest, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et ça, si vous voulez, là, c'est différent. C'est directement la sécurité alimentaire, c'est directement un instrument de lutte contre la pauvreté. Donc, sur les matières premières, je dirais, il y a quand même un raisonnement différent à avoir sur hydrocarbures et métaux, etc., différents des matières premières qui sont quand même le vrai moteur à aujourd'hui des économies africaines entre Maghreb et Afrique du Sud, si vous voulez. Quand on regarde juste la position japonaise, enfin l'essentiel de leurs exportations venant d'Afrique, c'est surtout encore le gros du commerce Asie-Afrique, ça semble encore être des produits, encore une fois, enfin des matières premières vers l'Asie. Et vous voyez, j'ai eu… Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour cela que, chose que les gens n'aperçoivent pas toujours, c'est que l'Afrique est le seul continent en excédent sur la Chine, par exemple. C'est que, alors, il n'est pas en excédent sur la Chine en 2019 et 2020 parce que le baril et les matières premières minérales dans le grand choc, la grande récession historique de la pandémie a déprimé énormément les cours des matières premières. Mais vous prenez sur 10 ans, 15 ans, vous verrez, l'Afrique est le seul continent en excédent ou en équilibre sur la Chine. Pourquoi ? Clairement parce que les usines du monde, que sont la Chine, le Japon, la Corée, puis de plus en plus le Vietnam, etc., en Asie, les usines du monde, elles ont besoin de cet approvisionnement de matières premières, et donc la division du travail, notamment dans le système colonial, ça a été la spécialisation de l'Afrique. Et les gens s'étonnent un peu qu'on ait mis 60 ans par rapport aux indépendances des années 60. Alors, c'est moins de temps par rapport aux colonies portugaises et autres qui ont été émancipées très tardivement dans les années 70, début des années 80. Mais enfin,
qu'on ait mis 60 ans à changer le modèle économique. Enfin, vous n'avez pas de capitaux, vous n'avez pas de capitalistes, vous n'avez pas de fiscalité. La fiscalité coloniale, ça consiste à prélever une taxe à l'exportation. Sortez de l'arachide, du cacao, du coton, vous prenez un droit à l'exportation. C'est ça, c'est d'ailleurs c'est le contraire du monde. Donc, quand vous n'avez pas de fiscalité, quand vous n'avez pas de ressources budgétaires, quand vous n'avez pas de capitalistes, quand vous n'avez pas d'hommes d'affaires, on n'a pas la colonisation, ça ne consiste pas à créer une élite, ni par la formation, ni par le rassemblement des capitaux, pour qu'elle assume les fonctions économiques. Et donc, c'est vrai que malheureusement, le pas de temps, il est générationnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez une jeunesse très entreprenante, très créative, vous avez une éclosion de start-up. Vous êtes, ça dépend des parties de l'Afrique, mais quand vous allez notamment en Afrique de l'Est, vous êtes impressionné par l'innovation. Vous avez l'impression d'être dans la créativité japonaise d'il y a 70 ans. Bon, c'est-à-dire pays encore pauvres par rapport aux grandes économies avancées, mais où on voit des percées incroyables. Donc moi, mes premiers souvenirs d'enfance, si vous voulez, c'est de voir le Shinkansen. Bon. Ensuite, mes premiers souvenirs de jeune universitaire emmenant ses étudiants dans les années 80 voir le Japon, c'est effectivement de prendre le Shinkansen et puis de visiter toute l'Afrique, pardon, tout le Japon industriel et d'être tout de même très impressionné. Bon, ces choses se font au rythme d'une génération. La génération d'aujourd'hui, elle est en train de faire des sauts technologiques incroyables. Et d'ailleurs, elle n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. La mienne, celle qui va partir à la retraite, elle a vu le développement avec des privatisations, avec des choses qui ne pouvaient avoir été créées que par les États, parce qu'il n'y avait aucunement une classe moyenne. Elle a vu apparaître une classe moyenne, etc. Donc, ce sont des phénomènes générationnels. Mais maintenant que c'est en place, je pense que ça va assez vite, si vous voulez. L'Asie a suivi à peu près un schéma qui a des antécédents japonais, de la Russie asiatique, etc., et que la Chine a porté à un point très élevé. On a maintenant des leçons de croissance. La croissance, elle est exponentielle, un peu comme les pandémies, mais il faut pour ça qu'il y ait la base, la plateforme. Je crois que l'Afrique a dégagé la plateforme. Il lui manque une chose qui était le sujet de la conférence, enfin, en tout cas le sujet que moi on m'a proposé à Tokyo, et il lui manque d'avoir un marché suffisant, unifié, au lieu d'être fragmenté, fracturé en 55 pays et du coup des marchés microscopiques avec là aussi héritage colonial, des différences de droit, des barrières douanières, des barrières non tarifaires, etc. Donc si vous refusez à avoir un marché domestique, franchement, ce n'est pas une condition très favorable pour dégager au fond une croissance qui soit comparable à des pays continents. L'Inde a suivi le reste de l'Asie plus tard, mais l'Inde, aujourd'hui, dégage des résultats pré-Covid économiques impressionnants. Et je vous dis, même l'Afrique a été en moyenne période depuis 20 ans sur des croissances désormais assez fortes. Donc, si vous voulez, il y avait cet obstacle à lever, c'est tout le chantier de la zone de libre-échange qui sera constitué par l'ensemble du continent et le traité qui a été ratifié l'an dernier. Et donc, ça prend du temps à se mettre en place. Hein, quand on regarde l'Europe ou l'Amérique latine, ou même ce à quoi l'Asie vient de souscrire avec le RCEP, le Partnership, le Comprehensive Partnership, c'est des choses qui se mettent en place dans le temps. Mais on ne regresse pas. Quand on est parti pour faire un marché unique, on fait toutes les négociations subséquentes
de normes techniques, de tarifs douaniers, etc. Et donc là, on est parti pour lever ce qui est peut-être la dernière condition fondamentale. Il y a beaucoup de conditions pour s'améliorer, beaucoup de réformes à faire, mais dans les conditions fondamentales où il y a l'indépendance, la souveraineté, où il y a la reconnaissance du fait que c'est par l'éducation et la santé, par les infrastructures sociales qu'on arrive à développer son pays, parce que vous avez évoqué le besoin de créer les emplois chez soi et de créer la valeur ajoutée chez soi, dans ces conditions fondamentales, il y avait les infrastructures, je crois qu'on a fait des progrès, on est très en dessous du reste du monde, mais on a fait des progrès. Le Japon, d'ailleurs, a été très impliqué, notamment en Afrique de l'Est, sur ces sujets, notamment au port de Mombasa, etc. Donc, les infrastructures en télécom, etc., là aussi, comme c'est très technologique, le Japon est assez impliqué dans ces transformations. Bon, tout ça, c'est les éléments de la plateforme de base. Il manquait la taille, l'échelle, il manquait le marché, il manquait les consommateurs. Et ça, je pense que ce sera un booster, enfin un élément clairement déterminant de la croissance. Vous iriez jusqu'à dire que m'excuse de prendre un peu de temps, mais c'est très intéressant. Donc, vous iriez jusqu'à dire que l'Afrique, enfin, mettons ça, ce canard et la Chine d'aujourd'hui, etc., vous iriez jusqu'à ce raccourci-là, ou en termes de croissance, de perspective, de potentiel ou, Non, parce que je n'emploierai pas cette expression, parce que je pense que la Chine n'était pas l'Europe des années 80 et le Japon n'était pas en 1960-70 l'Europe de cette époque, etc. Je pense que les modèles sont différents en fait dans chaque pays. En revanche, ce qu'il y a de commun, si vous voulez, c'est que la Chine, jusqu'à des effets de vieillissement récents, a rassemblé 25% de la population des jeunes actifs du monde. Ça, c'est très important. Si vous voulez, vous prenez la tranche 18-35 ans, c'est la plus importante pour la création d'activités, création d'entreprises, et c'est une composante très importante de la force de travail mondiale. Et ça, c'est vrai, l'Europe du début du XXe siècle. La Chine a représenté un quart des 18-35 ans du monde. Oui, et cet indicateur est assez intéressant parce que c'était l'Europe dans cette position au début du XXe siècle. Et c'est l'Afrique dans quelques années. On est en train d'atteindre ce niveau-là. Donc vous prenez au lieu de prendre toute la population mondiale et dire avec 1,3 milliard d'habitants, la Chine, l'Inde, l'Afrique sont à peu près de du même niveau de population, et tout ça, ça représente globalement 40% de la population du monde. Non, vous prenez la population active, d'âge actif, et à l'intérieur de la population d'âge actif, vous prenez la tranche des jeunes adultes. Et ça, c'est un indicateur déterminant. Et si vous voulez, en termes de dynamique de la classe moyenne, de développement de la consommation, c'est une partie qui est à la fois plus productive que la moyenne de la population active et qui est la consommatrice des richesses qu'elle crée. Ce sont ces fameuses classes moyennes en train d'apparaître. Et une chose qu'il faut regarder là, c'est que quand vous avez ce développement des jeunes actifs, vous avez un bien meilleur équilibre entre actifs et inactifs. Vous savez, l'Europe et à certains égards le Japon sont maintenant déséquilibrés par le nombre de seniors, par le fait que les actifs portent une population âgée qui est devenue inactive. Et l'Afrique a été, pendant les 30 dernières années, dans le déséquilibre inverse. Dans mon pays, l'âge médian, 50% de la population est en dessous de 17 ans et demi. Et donc, dans ce cas-là, vous avez le même problème d'avoir une base d'actifs qui est assez étroite pour soutenir des familles dans lesquelles vous avez des gens qui ne sont pas encore actifs ou qui ne le sont plus. À partir du moment où vous êtes dans la situation africaine, que l'Europe méconnaît très souvent, c'est-à-dire où la fécondité baisse partout, contrairement à ce qu'on dit avec les récits sur 7 enfants par femme. Oui, quand on a 7 enfants par femme, ça veut dire qu'on en avait 10 il y a 30 ans. Donc la fécondité baisse partout. Et il y a moins d'enfants
aujourd'hui en dynamique qu'il n'y a de jeunes adultes, qui sont les effets de la croissance démographique antérieure des 10-20 dernières années et qui sont maintenant dans les effectifs de la jeune génération d'adultes. Ça a été déterminant pour tous les pays en termes de dynamique de croissance. Et quand les actifs n'ont pas à soutenir autant de personnes âgées qu'on peut le faire au Japon ou en Europe, ou autant d'enfants et d'adolescents qui ne sont pas encore actifs, vous avez une concentration des richesses dans cette classe moyenne. Il y a cette toute petite analyse démographique qui est importante. Et regardez, dans le cas de la pandémie, pour l'instant, faute d'explications plus complexes, on pense que c'est précisément cette jeunesse de la population qui est le facteur de moindre impact en termes de létalité du Covid. C'est très, très structurant que d'avoir une population jeune. Et la population jeune, c'est très différent si elle est très nombreuse de la naissance à 18 ans ou très nombreuse de 18 ans à 35 ans. Et on est en train d'assister à ce changement des pondérations qui a été un moteur déterminant de la dynamique chinoise. Donc ça, oui, c'est probablement une loi générale. En revanche, imaginez un instant qu'on ait un développement à la chinoise, mais la planète n'y survivrait pas. Imaginez qu'on ait le contenu en énergie, en utilisation d'eau, en énergie fossile. Imaginez qu'on ait le niveau d'émissions carbone de la Chine ou même de l'Inde. C'est aussi des ensembles d'1,3 milliard d'habitants. Imaginez une contribution de ce type, donc le même type d'industrialisation. Évidemment que la planète n'y survivrait pas. Donc ça ne pourra jamais être un modèle industriel hyper intensif en énergie. Et puis tout a changé. En 30 ans, tout a changé. Donc l'Afrique, elle va télétravailler, elle utilise de moins en moins de cash et de plus en plus de mobile money. L'Afrique va forcément rejoindre le peloton des pays développés, mais à leur niveau qualitativement, à leur niveau de technologie. Moi, quand j'étais un jeune adulte, l'étudiant, on considérait qu'en Afrique, on pouvait toujours démonter les vieilles usines de l'Europe pour aller les remonter en Afrique. Elles étaient obsolètes, mais c'était déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait sur place. Mais aujourd'hui, ça n'en est plus question. Il n'y a aucun industriel ne peut dire je vais vous reconditionner une petite usine sous-optimale en taille, etc. Et comme ça, vous accéderez à du capital productif pas cher. Mais ça a totalement disparu. Aujourd'hui, on est en train de produire des échographes en Afrique parmi les moins chers au monde, et l'Union européenne d'ailleurs soutient un grand programme là-dessus qui est très intéressant parce que les moyens d'imagerie médicale complètement décentralisés, ils ont complètement changé de nature à partir du moment où vous avez la révolution du mobile et de plus en plus d'accès à Internet et le fait que la 4G se développe sur tout le continent et qu'il y a des pays qui sont en train de rentrer dans la 5G. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez, dans des communautés isolées qui n'ont pas accès à des soins, être, pour tout ce qui est le suivi des grossesses, la traumatologie, etc., avoir distribué des moyens de suivi à distance, d'imagerie médicale à distance, à un coût extrêmement bas, mais on est à des années-lumière de ce qui se passait il y a même 20 ans. Et donc, si vous voulez, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand on dit à mes filles qui sont trentenaires et à leurs amis et camarades, c'est terrible parce que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'hôpitaux fonctionnels. Et cette génération regarde ça comme des opportunités. La mienne, elle se désespérait de ça. Ils disent, mais pas de problème. Avec les mini-grids, avec le home solar, avec le pay as you go pour équiper les hameaux les plus isolés, dont on pensait qu'ils ne seraient jamais électrifiés avant 50 ans, mais vous avez des solutions, avec les green tech, avec les engrais organiques, mais on a la plus faible utilisation d'engrais, la plus faible utilisation d'irrigation au monde. Mais les green tech, ça existe.
Maintenant, au Ghana, vous avez des drones qui s'occupent de l'ensemencement et de la dispersion d'engrais, si vous voulez, avec un effet tellement sélectif. C'est des drones évidemment connectés et qui traitent les besoins au mètre carré près. Donc, vous avez une économie considérable d'engrais, une économie considérable de l'épandage de ces engrais. Mais si vous voulez, voilà le quotidien et cette génération-là, je crois qu'elle est capable de le porter. Lionel Saint-Sou, merci infiniment.